sororité, le pacte, c'est l'appel vibrant qui a été fait par plusieurs femmes récemment sur les réseaux pour parler de sororité et de l'absolue nécessité que nous soyons solidaires, nous les femmes, avec tout le peuple des femmes, y compris Giorgia Meloni et Marine Le Pen, parce que après tout, nous sommes toutes faites de la même manière et nous subissons du sexisme. Et donc, il ne faut pas qu'on s'attaque entre nous. Je viens de vous résumer à gros traits l'hallucinant pacte signé par un certain nombre de femmes, hein, notamment dans le lot Hélène Devinck, Najat Vallaud-Belkacem, Lucille Peytavin, voilà, qui sont des personnes assez connues, on va dire, dans les milieux féministes français. Alors, autant vous me connaissez, moi je suis parfaitement sur le pont pour la lutte contre le sexisme, les différentes violences misogynes, etc. Autant là, comment dire, j'ai quelques petites réserves hein, que nous allons vous expliquer ensemble, et notamment pourquoi je ne considère pas Marine Le Pen comme ma sœur. Allez, on va y aller. Pour cela, j'ai ramené mon acolyte qui a lu tous les livres 2 fois, aka Crise de position revue. Salut Chris, comment ça va? Salut Zoé, bah ouais, non mais carrément ça me fait plaisir, mais je ne comprends pas que tu ne sois pas en sororité, tu ne te sentes pas sœur avec les femmes d'extrême droite, etc., qui sont attaquées en tant que femmes, je pense. Donc là, je suis décontenancé par cette histoire. Aïe, 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 on va pouvoir tirer ça au clair. Non, mais en réalité, en plus, on va en parler. C'est un sujet, hein, le fait que la misogynie soit utilisée pour attaquer des opposantes politiques. Alors, souvent des meufs de gauche, mais ça peut tomber sur des meufs de droite. Mais la forme du message, etc., pose beaucoup de questions. Et je pense que nous allons pouvoir voir ça de plus près. Déjà en commençant par la petite vidéo de présentation qui a été publiée sur le compte Twitter The Woman's Voices. The Woman's Ouais, on va regarder Voices. ça. Et puis ensuite, vous verrez, on va regarder un petit extrait d'une story qui a été publiée par Lucille Peytavin, qui est une autrice qui a écrit des bouquins féministes sur lesquels on pourra rediscuter peut-être rapidement, et qui donc a publié une story assez discutable qu'elle a retirée ensuite. Mais je pense que ça va être intéressant de parler de tout ça. Let's go les amis, on va se mater ça. C'est parti. D'une femme, c'est le mot de toutes les femmes. Notre idée, c'était de démontrer, y compris au travers de la façon dont on a écrit, que la sororité n'appartient à personne. C'est un pacte, c'est-à-dire un élément avec lequel on peut s'engager envers les autres femmes, envers soi-même, et notamment aussi envers les femmes que par ailleurs on n'apprécie pas dans notre quotidien. Ne pas mettre à mal des femmes parce que ce sont des femmes, de ne pas participer à la vindicte publique concernant des femmes parce qu'on sait que les femmes subissent des violences parce qu'elles sont des femmes, notamment sur les réseaux sociaux, mais aussi dans les espaces professionnels, les espaces politiques, les espaces en gros de visibilisation, de responsabilité et de pouvoir. Comment être soror et se soutenir et être solidaires les unes avec les autres. Entre femmes, nous sommes bien souvent divisées parce que le patriarcat. Tu voulais peut-être déjà dire un truc sur la première interve. Oui, oui, alors comment dire là, en fait, quand on voit ça, déjà, moi, il y a un truc qui me frappe, c'est que c'est très vague. Et du coup, tu sais, quand c'est flou, il y a un loup. C'est Martine Aubry Exactement. qui avait dit ça, je crois. Mais en vrai, c'est ça, parce que le féminisme, c'est une lutte politique. C'est pas, il peut y avoir une tendance, notamment dans les milieux qui ont le pouvoir, qui sont détenteurs et qui appliquent le pouvoir, de récupérer certaines luttes antiracistes, certaines luttes LGBT, des luttes féministes, etc. Mais ce qui est absolument certain, c'est que comme toutes ces luttes sont des luttes qui remettent en cause l'ordre social profond, les structures sociales de domination qui existent, si c'est récupéré par les mecs qui sont en haut de la pyramide, en haut de la chaîne alimentaire, euh, sans que ça les inquiète, a priori déjà c'est douteux. C'est douteux parce que ça veut dire que personne n'a prévu de remettre en cause profondément l'ordre social qui génère les inégalités. Et donc là, il y a toute une manière, tu vois, de nous mettre toutes les meufs dans un grand sac de les femmes subissent toute la misogynie, les violences SEX, voilà, ce qui est vrai. C'est-à-dire que, quelles que soient nos classes sociales, quelles que soient nos orientations sexuelles, quel que soit tout ça, on va subir
du sexisme, etc. Ça, c'est vrai. Mais déjà, on ne va pas le subir de la même manière. Une femme noire qui travaille comme aide-soignante dans un EHPAD ne va pas subir la violence sexiste de la même manière que, je ne sais pas, euh, Aurore Berger, par exemple. Vous voyez, c'est pas du tout les mêmes conditions sociales et donc la même manière dont s'applique le sexisme. Et donc l'injonction à la sororité, en fait, on va voir ce que ça donne, mais moi je veux bien, et vous connaissez mon discours, j'ai toujours beaucoup, beaucoup attaqué les femmes qui sont nos ennemis politiques, particulièrement les femmes d'extrême droite, en précisant, il n'y a pas besoin d'être misogyne dégueu pour attaquer ces femmes. C'est pas ça qu'on leur reproche. C'est pas le fait d'être des femmes, c'est pas d'être au monde en tant que femme, etc. Ce qu'on leur reproche, c'est d'avoir des idées politiques et que ces idées politiques soient des idées profondément réactionnaires, voire fascistes, et donc des idées qui jouent contre les droits des femmes si on se met uniquement sous un prisme féministe. Et comme vous le savez, moi, je considère que le féminisme ne peut exister que dans, on va dire, une lutte politique globale, quoi. Et donc, on ne peut pas être féministe et de droite à côté, parce que les luttes pour les droits des femmes sont des luttes sur les accès au logement, aux soins, à l'éducation, des luttes antiracistes aussi, quand on voit comment, par exemple, les femmes musulmanes en ce moment sont spécifiquement ciblées pour les empêcher d'avoir accès à l'éducation, d'avoir accès au sport, d'avoir accès à l'espace public plus largement dans certaines propositions politiques. Bref, tout ça pour dire que déjà, ça me pose question. Et le deuxième truc qui me pose question, c'est ça parle de, on va dire, de violence, misogyne, etc. sur les réseaux sociaux. Mais ça s'adresse aux femmes, ce pacte. C'est-à-dire qu'en gros, c'est à nous d'être sorores pour contrebalancer la misogynie qui existe sur les réseaux sociaux. Mais je suis désolée, l'immense, immense, immense majorité des attaques sexistes et féministes et antiféministes viennent d'hommes. Donc moi, je veux bien qu'on demande aux meufs, encore une fois, de devoir gérer la violence des mecs, mais en fait, je ne vois pas pourquoi on va pas aller attaquer le sexisme et la misogynie en soi, plutôt que nous demander à nous, je sais pas, à moi, à ma voisine, à ma mère, à tout ça, de devoir prendre la charge d'être en sororité avec des meufs avec qui on n'est pas d'accord et qui jouent contre nos droits, parce qu'il existe des mecs qui sont sexistes. Pardon, mais déjà, ça me pose question. Ouais, moi, c'est intéressant, mais je pense que ça va le dire ensuite. Et là, il y a vraiment une forme, tu sais, mais on pourrait le penser parce que c'est un problème de façon d'appréhender les choses, de vision du monde, tu sais, comme on dit souvent. Là, c'est vraiment une vision du monde de la bourgeoisie idéaliste, de l'abstraction. Et c'est pas parce qu'elles sont bourgeoises, hein, c'est vraiment parce que c'est un mode de vision général. On prend un aspect de la totalité, c'est-à-dire de la totalité des dominations, et en fait, on réduit la totalité à cet aspect. Voilà. Effectivement, comme tu l'as dit, la violence de genre, la domination de genre est un aspect de la domination totale avec d'autres. Et là, en fait, elles font vraiment l'abstraction absolue de tout le reste et elles refont comme si, justement, la totalité était cette domination de genre et qu'à l'intérieur, c'était des agencements secondaires, tu vois. Et c'est aussi, tu vois, alors moi, pour moi, il y a deux choses. C'est aussi une mauvaise compréhension, par exemple, de quelqu'un comme Delphi, qui avait fait L'ennemi principal, qui est quand même un livre un petit peu plus sérieux que la façon dont ce genre de personnes l'ont reprise. Voilà, parce qu'effectivement, quand elle essaye d'écrire L'ennemi principal, Delphi, bah, elle essaye aussi de s'opposer à une vision réductrice, économiciste d'un marxisme un peu sclérosé. Voilà, mais ça c'est vraiment, je pense, une mauvaise absorption de ces travaux-là. Et puis bah aussi un manque de connaissances sur les travaux. Là, tu vois, moi je les vois très, je sais pas comment dire, de ce qu'on voit là, je les vois très étrangères à tous les travaux sur l'intersectionnalité qui ont produit des choses concrètes, justement, qui montrent que les situations sont spécifiques à des intersections, comme on a dit tout à l'heure, à plusieurs aspects de la domination, et non pas s'additionne ou se soustrait. Je rebondis sur ton exemple, par exemple, dont on avait parlé sur notre capsule. Allez voir ça, c'est vachement bien. Sur le fémonationalisme et de Sarah Faris, qui montre bien que là où on pourrait croire, par exemple, dans une société ultra-islamophobe, et patriarcale, que le fait d'être une femme arabo-musulmane est plus un handicap que d'être un homme. En fait, on va se rendre compte que les agencements du fémonationalisme vont faire
que si vous êtes une femme arabo-musulmane modérée, vous allez en fait être dans un agencement où on va voir que bah oui, vous n'êtes pas soumise, si vous êtes en cheveux, etc., vous allez être moins violenté que les femmes qui mettent le voile, voilà, même si vous Quand vous tu dites dis, musulmane. quand tu dis modéré, je précise parce que je te Ouais. connais, tu dis pas que c'est un absolu, que tu es modéré si tu Ah couvres pas tes non. cheveux avec un voile. Tu parles avec Ah, moi je les parle mots avec les de, mots des je parle avec avec les les mots mots de l'ennemi. du printemps républicain là, mais voilà, c'est ce C'est qu'on ça. va leur dire. On va dire ah, vous êtes dans un islam des lumières, modéré, compatible avec la République, et là du coup Mm. ça va être un espèce de ça va être une forme spéciale qui va être mise en avant. Alors que être un homme musulman modéré, on va toujours vous accuser de taquilla, tu vois. Donc il y a une espèce d'agencement où les choses ne s'additionnent pas ou ne se cumulent pas de manière 1 plus 1. C'est vraiment des situations spécifiques par rapport à un ordre général. Et ça, de ce que je peux comprendre du début, mais on l'a préparé aussi, elle passe totalement à côté. Et on va voir justement, parce que tu as dit tout à l'heure, ce que ça dit pas, le loup là qui est derrière ce flou, ce que ça dit pas, c'est des dominations sûrement un peu plus concrètes dont elles n'ont pas conscience. Et tout notre travail sur la conscience, justement, c'est aussi de comprendre ça, quoi. Il se peut que la classe et la race sociale interagissent un petit peu, c'est ça que tu veux dire, Chris? Oh, ce serait Je trop veux pas bizarre. spoiler, mais c'est pas impossible. Et tu vois, avant de reprendre sur la vidéo, juste là sur la phrase que vient de prononcer, donc là c'est Lucille Peytavin qui apparaît à l'écran. Voilà, on a besoin d'être unis parce que le patriarcat nous isole. Et sur cette phrase, en fait, c'est un peu vrai. Je veux revenir sur ce que je disais tout à l'heure quand je disais la majorité des messages sur les réseaux, si on parle d'attaques misogynes sur les réseaux, sont faites par des hommes, mais il y a aussi des femmes qui peuvent se rendre coupables d'attaques sexistes, d'attaques misogynes, même de structures mentales où elles vont permettre, légitimer, reproduire, etc., un certain nombre de violences S. Et c'est d'ailleurs ce qu'on voit, par exemple, dans les cas d'inceste, très fréquemment, dans les cas d'inceste, il existe tout un système, en fait, autour de l'inceste pour lui permettre de ne pas être dit, de perdurer, de continuer, etc. Système dans lequel les femmes ont leur place. L'immense majorité des cas, les femmes ne sont pas autrices directement des violences, mais il y a beaucoup de cas, par exemple, où les femmes savent et choisissent de se taire, voire choisissent de mettre la faute sur l'enfant victime, en général, dans le cadre de l'inceste. Et donc, par exemple, c'est des choses très classiques c'est le père ou le beau-père qui agresse, l'enfant informe sa mère, et sa mère choisit de le ou la traiter de menteur ou de menteuse, de lui dire que c'est lui qui a aguiché ou c'est elle qui a aguiché, de ne pas croire, de lui dire qu'il va faire exploser la famille, qu'il faut pas en parler, que quand même, tu comprends, il a eu une histoire difficile et machin et machin. C'est vraiment des mécanismes ultra classiques dans lesquels les femmes ont une place. Et les femmes ont une place parce que ces violences-là ne sont pas des violences naturelles, génétiques, qui viennent du plus profond des hormones biologiques, de je sais pas quoi, machin. Tout ça, c'est le résultat de structures. Et les femmes sont aussi prises dans la structure et participent aussi à la structure. Et qu'il y ait des réflexions entre femmes très violentes, notamment sur, par exemple, les femmes qui expriment leur féminité d'une manière qui ne semble pas correcte. Et en général, c'est souvent exprimer sa féminité d'une manière qui est plus fréquente chez les femmes de classe populaire, par exemple. C'est moins vrai dans d'autres pays, mais en France, par exemple, la féminité bourgeoise, c'est une féminité où on doit se maquiller, mais ça doit pas trop se voir. On doit se coiffer, mais ça doit pas trop se voir. On doit mettre des vêtements chers, mais sans marque, tapageuse, Ouais, et etc. C'est des manières, puis en plus, il y a des voilà, d'habiter. féminités, comme on l'a dit, conjonction de classe. On va, C'est tu ça. sais, genre, on va aussi considérer, il y a la féminité bourgeoise et la féminité cassos, quoi. J'exagère un peu, C'est tu ça. vois, mais Oui, oui, c'est, c'est ça. même ça, tu vois, c'est pas homogène pour toutes les femmes. C'est-à-dire, on va pas te dire une femme. Excuse-moi de te couper là-dessus, mais je pense que c'est super intéressant, parce que, justement, on va pas te dire à toi seulement t'es trop maquillée. On va dire t'es pour une femme, mais t'es trop maquillée pour une femme de ta classe sociale. Tu vois, et ça, on voit bien justement que l'abstraction de mono-aspect là, qu'on vient de dénoncer, elle passe à Mhm. côté vraiment de l'analyse concrète, quoi. Et c'est comme ça, tu sais, que l'argument vulgaire, par exemple, cette Ouais. femme, elle est vulgaire. En fait, c'est vraiment un argument à la fois sexiste, parce qu'on dit rarement qu'un homme est vulgaire, tu vois. C'est vraiment un truc spécifique aux femmes, en général, de dire qu'une femme est vulgaire. Mais c'est souvent un truc de classe sociale aussi.
C'est-à-dire, elles n'habitent pas la féminité, qui est la bonne féminité, c'est-à-dire la féminité des femmes bourgeoises, qui est quand même une féminité très travaillée, réfléchie, etc. Mais qui, voilà, ne se maquille pas trop fort, ne met pas de couleurs trop tapageuses, ne met pas, je sais pas, d'imprimés qui semblent tapageurs aussi, etc., etc. Bref, tout ça pour dire que là, sur cette phrase qu'elle dit, c'est le patriarcat nous isole, etc. Tout ça, c'est vrai, en fait. Tout ça, c'est vrai. Est-ce que du coup, la réponse à trouver à ça, c'est une injonction à toutes les femmes d'être sorores avec toutes les femmes? C'est, je pense, là que la question va se poser. Et puis, il vous isole, on va le voir ensuite. euh, Est-ce qu'il vous isole de manière, comme on l'a dit tout à l'heure, totale, générale à l'identique, ou est-ce qu'il vous isole dans un espace plus ou moins grand? Exactement. Justement, l'intersection de si vous êtes en plus blanche, bourgeoise, etc., on va voir que le patriarcat, il vous isole que dans des espaces très réduits. Voilà. Mm, mm. Là où, quand vous êtes une femme prolétaire, noire, qui travaille dans les hôtels, qui travaille dans le soin, enfin c'est beaucoup de qui travaillent à l'hôpital, etc., vous allez voir que le patriarcat, il vous isole de manière beaucoup plus violente. Voilà. Mm. Donc, et c'est ça qui on va détailler, mais paradoxalement, on va voir que c'est pour ça qu'elles surinvestissent la conscience féminine et qu'elles la voient de manière trop importante. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la seule et dernière discrimination qui leur reste. C'est la, Ça. c'est quand tu t'es affranchi de la classe, que tu es en haut de la classe, que tu es dans la suprématie blanche, mais que à la fin, il y a un putain de vieux, c'est-à-dire le collègue de ton mari qui te dit elle est sympa cette jupe, tu vois, enfin, dans Mm, l'espace, tu vois, effectivement, c'est insupportable. mm, mm. Quand tu cumules les discriminations, que tu as du mal à boucler les fins de mois, c'est pour ça aussi que des gens ont du mal à comprendre pourquoi le prolétariat, des fois le plus précarisé, est moins sensible à d'autres formes de lutte ou de discrimination. C'est parce que quand tout est mélangé et quand tu subis toutes les oppressions, que tu es dans la précarité matérielle, bah, si tu veux, quand tu te fais violenter toute la journée juste parce que tu es un prolétaire, parce que tu es habitué à subir des ordres, à te faire mal parler par un chef, qui soit d'ailleurs blanc, noir, ce que tu veux, etc., à fermer ta gueule, voilà, quand tu te fais traiter d'une insulte raciale derrière, si tu veux, c'est un événement dans la violence que tu subis quotidiennement. Quand tu es arrivé, que tu es dans un espace de classe, que tu as tout, etc., matériellement, et qu'à un moment on te renvoie à ta féminité, oui, je peux comprendre que ça paraisse comme une ultra forte violence. Mais c'est là où on voit, moi je dis souvent, le réel individuellement, cette surviolence que tu penses, que tu subis réellement, que tu subjectives réellement, n'est pas la surviolence de la totalité. Enfin, je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais c'est très important pour comprendre les processus de conscientisation. Des fois, on est le truc dont on a le plus conscience, et c'est pour ça qu'il faut critiquer pour moi le concernisme, parce que justement ça peut amener à croire des gens d'extrême droite juste parce qu'ils ont surinvesti telle ou telle violence alors qu'ils sont concernés par ci ou ça. Le racisme Voilà, anti-blanc, par exemple. voilà, tu vois, Mm. même des gens, tu sais, des gens noirs qui vont aller à l'extrême droite et qui vont justement faire ce concernisme, ou justement, bah, là on est dans un bon exemple, des femmes qui sont pour plein de choses dans la domination sociale et qui surinvestissent le féminisme parce que justement elles sont concernées. Et en fait, ce concernisme-là va plutôt masquer la réalité des rapports de genre et leur imbrication dans la société, à quoi ils servent, quelle est leur signification, leur nécessité, plutôt que de l'éclairer, quoi. Est-ce que j'enchaîne? Allez, vas-y. Le patriarcat nous isole. Nous allons être par exemple mis en compétition. On peut décider d'être soror, on peut décider de se soutenir, à la fois parce que nous sommes des semblables et à la fois parce que cette démarche nous permet d'avoir des droits. C'est un message de paix, un message humaniste que nous souhaitons envoyer aux femmes. C'est une alliance. Bon, je te laisse parler. En toute, Il voilà. suffit Mais là, de il y a décider, Chris. En il y a fait, quand même tout des est choses une à dire. affaire. Tout est une affaire à sa petite échelle individuelle de décider qu'on devient soror ou pas. Et la seule raison pour laquelle les femmes subissent encore des discriminations dans la société, c'est peut-être que du coup, on ne s'est pas encore mis ensemble, on n'a pas encore assez pris conscience du fait qu'on faisait partie du même peuple et tout. C'est la conscience de genre versus la conscience de classe, en fait. Hein. T'as vu, Ouais, c'est c'est ça qui se ça. passe. C'est ça. Donc, Et elle il y a- parle de décider et tout ça. Bon, excuse, vas-y, dis.
Non, 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 mais en plus, tu sais, il y a un truc, nous sommes semblables. Là, il y a quand Mm. même un truc très biologisant, je sais pas toi, ça doit Ouais, te ouais, choquer, etc. ouais, Comme ouais. si la similitude, c'était le... Bah, je sais pas quel rapport elles ont aux femmes trans, etc. Mais moi, ça me trigue un peu. Tu Bah, vois, moi aussi. là, je sens quand même une pointe de rat de femme anti-trans qui... Bah voilà, je sais pas, mais... Oui, oui, et c'est toute cette histoire du féminisme qui s'est beaucoup centrée sur le corps, tu sais, sur Hmm. les règles considérées comme étant le fait d'avoir du sang qui coule des parties génitales et tout, parce que on met dans les règles, on pourrait même discuter hein, de comment des femmes trans sous hormonothérapie, par exemple, peuvent développer des équivalents de règles, c'est-à-dire une sorte de cycle avec des périodes avec des périodes du cycle qui sont plus compliquées à vivre que d'autres, etc. Bref, on ne va pas rentrer dans ces détails-là aujourd'hui, mais même cette vision très biologisante, tu sais, de centrer par exemple sur certaines parties de l'organe féminin et particulièrement le clito. Tu sais, il y avait eu toute une campagne Oser le clito et tout, qui est ce qui peut avoir, comment dire, une forme d'utilité quand on est dans des sociétés où le corps des femmes a été, où il y a un interdit sur le fait d'en parler, sur le fait de, tu vois, moi quand j'ai appris l'anatomie par exemple, tu vois, le clitoris ne faisait pas partie de l'anatomie qui nous était enseignée, etc. Quand on est à l'école et tout ça. La femme, l'organe génital féminin est tronqué en fait hein, dans la manière d'être présenté. Le fait de considérer les règles comme un truc un peu honteux, un peu sale, dont ils font pas parler en public, etc. Ok, tu vois, Ou ok dit tout te ça. faut parler qu'entre femmes aussi. Tu sais, moi, ça m'a Oui, toujours voilà, stocké ça. Tu sais, c'est le voilà. côté, c'est une espèce de secret de femme, quoi. Tu vois, c'était Oui, vraiment voilà, un c'est truc. ça. Alors que je suis désolée, mais enfin, en fait, les hommes ont des femmes dans leur vie qui ont leurs règles et ça les concerne aussi. Les problématiques qui sont liées à ça. Euh, Comment se démerder pour pas se tacher, comment se démerder pour avoir accès à des protections, etc. Enfin, ça concerne tout le monde, en fait. C'est une question qui concerne tout le monde. Au même titre que les problèmes spécifiques aux hommes nous concernent aussi, nous les femmes, parce qu'on vit ensemble, parce que ça peut avoir des conséquences sur nous aussi, etc. Et donc, cette vision un peu nous sommes toutes semblables et tout ça, pareil, nous empêche de penser quelles sont les vraies choses qui rendent nos vies compliquées et difficiles actuellement. En fait, on l'a dit plein de fois ici, mais les violences sexistes et sexuelles sont avant tout des affaires de domination. Ce ne sont pas des affaires de pulsion des hommes qui ne peuvent pas se retenir et qui, parce qu'ils sont déterminés, alors soit il y a la version je suis déterminé par la structure dans laquelle je vis dans une structure patriarcale, donc je vais forcément mal me comporter parce que je suis un homme, ou il y a la version, on va dire, plus ouvertement droitarde qui dit voilà, moi je suis déterminée par mon génome et par mes hormones et je ne peux pas me concentrer autrement. Dans le mouvement féministe, la majorité des femmes ont plutôt envie de montrer que non, en fait, ce sont des questions, des manières de s'organiser, effectivement des structures, mais qu'il n'y a pas de déterminisme profond, c'est-à-dire qu'on peut agir, notamment agir politiquement sur les structures. Changer le monde, c'est aussi changer les gens, un par un, individuellement. Donc il y a aussi une part quand tu as dit je peux décider, etc. En fait, moi je pense que c'est pas décider, le bon mot, c'est lutter. Et Ouais. lutter collectivement pour porter des projets politiques qui permettent de remettre en cause les dominations au sein de la famille, les dominations dans le travail, les dominations dans l'espace public, etc., qui sont les choses qui vont générer ensuite les violences qu'on vit. Mais donc la question est profondément politique et pas une question uniquement individuelle, bien que la politique s'occupe aussi de l'individu. Et tu vois, il y a aussi une manière parfois de se cacher et de dire c'est bon, je suis perché, je suis Mais, déterminé par la structure me détermine, donc je me comporte pas comme il faut. De toute façon, il ne sera jamais question de comment je fais pour arrêter de mal me comporter, quoi. mais moi, je vais aller plus loin. La politique ne s'occupe que des individus. Mais bien sûr. Quand on pense les structures, les dominations, etc., c'est ce qu'on appelle enfin, en marxisme des structures significatives. C'est des concepts qui servent à comprendre le monde et les rapports individuels. Mais à la fin, tout ça n'est que comportement individuel d'individus qui coopèrent ensemble et qui font des choses ensemble, d'individus qui se percutent, etc. Quand on parle de changer de monde ou changer des structures, à la fin, c'est des manières d'agir, d'addition d'individus qui doivent changer. Typiquement, ça n'existe pas de changer les structures. Il y a ce très beau mot de... Je vous ai déjà parlé... Est-ce que je vous ai déjà parlé de Lucien Goldman sur cette chaîne? Je ne sais pas, mais je vais le faire. Ce très beau mot de Lucien Goldman qui était tagué je ne sais pas si j'ai déjà parlé de ça sur la chaîne, toi, Zoé, j'ai dû te le raconter 500 fois, mais qui était tagué en 1968 dans les facs, justement, qui était en train de reprendre, qui avait un espoir révolutionnaire, etc. Les structures ne descendent pas dans la rue. C'est ça que ça dit à la fin.
à la fin, quand on vous parle de structure, ça doit vous permettre de comprendre pourquoi les individus agissent et comment transformer les individus et donc faire abolir des structures et en faire émerger des nouvelles. Voilà. Mais il n'y a pas... Les structures ne descendent pas dans la rue. Les structures ne se croisent pas au coin de la rue. Les structures ne sont pas installées dans un endroit quelque part où on dit prenons le palais d'hiver et ouvrons la porte des structures. Bonjour, monsieur structure de patriarcat, comment allez-vous? Nous allons vous enferrer et vous mettre en prison. Non, ça n'existe pas comme ça. À la fin, ce ne sont que des rapports interindividuels. Et là, ce qu'on va dire à nos amis de... Women's Voice là, Women's Voices, sorry, je sais pas si c'est au féminin ou au pluriel, mais c'est pas de leur dire vous avez tort de penser le féminisme comme les droitards feraient, c'est une lutte fausse déjà arrivée de diversion. Non, vous avez raison de penser le féminisme, mais pensez-le de manière plus agencée avec vos positions et vos positions de race, de suprématie de race, d'exploitation bourgeoise, etc., vous rendent le féminisme inadéquat, abstrait par rapport à ce qu'il est réellement dans la société et par rapport à la façon dont il domine réellement les gens. Voilà, c'est juste ça. Et donc, effectivement, quand on fait ces travaux-là, oui, à la fin, Zoé, on est d'accord, on veut transformer Lucille Peytavin. Pour moi, c'est juste ça. Alors, je sais pas si on va y arriver. Et tous les Et autres. tous les autres, voilà. Mais je fais un petit coup de pub parce que mes camarades de position disent que je suis un mauvais marketeur et je pense que tu le valides aisément. Tu as d'autres qualités, mais pas celle-là. Mais voilà, nous, on s'appelle aussi position pour ça. Parce que c'est une espèce de vieille phrase de marxiste qu'on s'envoyait à la tête. Voilà, avoir les positions de sa position. Mais on croit à ça, nous. Mais on sait qu'on peut se dépositionner, se repositionner par la lutte, par l'organisation, par la structuration. J'enchaîne. Entre femmes. De tenir compte du fait que nous sommes des femmes et que parce que nous le savons, ça nous engage l'une vis-à-vis de l'autre à faire lien par-delà nos différences d'opinion, par-delà nos désaccords parfois. Mais ça, Et tu là, vois, mais vas-y. moi, je suis désolée, mais je fais pas lien avec Thaïs Descuffon, en fait. Cette femme promeut le viol conjugal. Cette femme promeut, là, récemment, le fait de forcer des créatrices de contenu, Mime et OnlyFans, à aller dans des maisons closes. Elle dit forcer, hein. C'est-à-dire, pour faire du travail du sexe c'est-à-dire qu'elles ne choisissent pas dans des modalités qu'elles ne choisissent pas. Et moi, je suis désolée, mais non, je ne m'allie pas à cette femme sous prétexte que c'est une femme, particulièrement en tant que féministe, parce qu'elle joue contre les intérêts des femmes. Marion Maréchal Le Pen, qui porte un projet extrêmement libéral de casse des services publics, de casse du système de soins, etc., joue contre les intérêts des femmes. Marine Le Pen, qui, avec son parti islamophobe, demande à retirer des droits aux femmes qui couvrent leurs cheveux pour des raisons religieuses, etc., joue contre les femmes. Ces personnes jouent contre les femmes, ce ne sont pas mes alliés. Je suis bien plus alliée avec certains hommes qui sont mes camarades et qui portent des projets politiques qui sont bien plus transformateurs et importants pour nous, pour nos droits à nous toutes, et pas que celles qui sont dans des positions sociales qui leur permettent de se poser la question de la sororité ou pas avec des femmes d'extrême droite. Mais je suis bien plus je suis camarade avec ces personnes-là. Je ne suis pas camarade avec toi parce que tu es une femme. Et puis après, encore une fois, tu l'as dit, hein, mais le sous-texte, moi j'ai envie de savoir comment on définit une femme là-dedans. Est-ce que c'est une définition biologique, etc. Est-ce qu'en sous-texte, il n'y a pas cette espèce de truc de les femmes, leur nature, on est douce et gentille, on est forcément sympa et donc on est forcément des sœurs. Mais non, en fait, les femmes peuvent être des connasses comme les hommes. Ça, c'est le féminisme conséquent qui nous l'apprend. Les femmes peuvent être des connasses comme les hommes, elles peuvent être violentes comme des hommes, elles peuvent promouvoir la violence comme des hommes. Et donc la question, c'est quel est ton projet politique? Quel est ton projet politique quand on se positionne publiquement sur les réseaux? Parce que là, c'est de ça dont on parle. Après, dans le privé, encore une fois, moi, je me suis déjà exprimée, par exemple, sur quand on a fait le react à Virginie Vota, donc, qui était une femme qui faisait du contenu d'extrême droite extrêmement violent, hein, avec des choses qui étaient quasiment nazies, hein, dans les manières de présenter les textes, etc. Presque le nazisme.
quasiment le nazisme, comme quasiment. dirait Bah, Zemmour. en vrai, tu vois, faire des trucs disant le travail rend libre, parler de Carl Schmitt et tout, bon, enfin là, on commence quand On même n'est à pas vraiment à loin. rentrer. On On commence est, vraiment à y rentrer, on n'est quoi. plus dans le C'est pas pipeline juste, là, on est carrément dans la voilà, station-service là. c'est pas juste un anathème lancé comme ça, quoi. C'est quand même là, c'est ça, quoi. C'est ça. Et qui est revenu après des années de silence pour dire qu'en fait, elle avait changé d'avis, elle qui était radicalement féministe, liée à ses expériences de vie. Et en fait, moi, quand je la vois en plus en sous-texte, parce qu'elle en dit pas beaucoup, mais elle en dit le peu qu'elle en dit tellement, où elle parle de la violence que ça a été d'être avec la condition de ce qu'est être une femme dans le monde du travail, dans la maternité, dans le rapport au médecin, dans le rapport dans le couple, etc. Ce qu'elle raconte de cette violence me touche forcément. Mais comment dire? Je peux entendre tout ça, voir à quel point c'est notre lutte qui va pouvoir régler les problèmes de cette femme. Je peux me dire tout ça et pour autant me dire je serai soror avec Virginie Vota si ce n'est plus une nazie en fait. Et pour autant, ça ne m'empêche pas de lutter pour des droits qui lui seront favorables de toute façon. Pareil pour Thaïs Descuffon. Thaïs Descuffon, heureusement qu'il y a des meufs qui mènent la lutte contre elle. Tant mieux pour elle. C'est ce qui lui permet d'avoir aujourd'hui la liberté de raconter de la merde sur Internet. C'est grâce à ces meufs-là. Et donc, on peut porter un combat dont on sait qu'il sera profitable à toutes les femmes au final, tout en n'étant pas allié à toutes les femmes qui, de fait, sont nos opposantes politiques. Ouais. Et puis ce qui est marrant, c'est que tu vois ce qu'on disait tout à l'heure, le surinvestissement de femmes bourgeoises blanches, c'est-à-dire de gens qui ne vivent que ces espaces de discrimination dans des territoires restreints, finalement profite aux femmes qui sous-investissent complètement cette question. Pour des questions de race, comme Thaïs, etc., et de classe. Tu vois ? Et à la fin, tu te dis, ces deux extrêmes de la pensée, c'est-à-dire des gens qui rendent la totalité abstraite, centrée sur ça, sans voir les autres discriminations, et des Thaïs Descuffon qui vont dire non, mais c'est un faux combat, etc., justement parce que l'abstraction féministe, c'est-à-dire les deux ont la même chose, c'est-à-dire de considérer que la femme c'est quelque chose de fini en soi, biologique, d'ailleurs anti-trans, etc. Tu vois, et à la fin, ce surinvestissement d'un côté et j'allais dire sous-investissement chez Thaïs, mais ce non-investissement, voire même tu vois, se rencontrent. Voilà. Pourquoi ? Parce que c'est deux formes d'idéalisme qui finissent par marcher ensemble, c'est-à-dire par considérer que être femme suffit, quoi. Être femme suffit pour pouvoir avoir un lien. Voilà. Et ça. On va le retrouver dans les deux extrêmes. Et là, on va dire, contrairement à ce que disaient nos droits tardés, rouge, brun, etc., le surinvestissement abstrait des féministes bourgeoises est l'idiot utile du patriarcat. Ce n'est justement pas l'idiot utile de la bourgeoisie, parce que la bourgeoisie n'a pas besoin de Lucille Peytavin pour se reproduire. Il n'y a que des hommes, majoritairement des hommes dans la bourgeoisie, et dans les possédants de capitaux et dans les dirigeants d'entreprises dans le CAC 40, donc elle n'a pas besoin de ça pour pouvoir... Mais justement, là, c'est l'inverse. C'est que ce qu'elles reproduisent, eux, c'est la tradition, le patriarcat et l'extrême droite. Donc là, elles sont l'idiot utile de la réaction d'extrême droite, c'est-à-dire d'un mode de production qui, à la fin, finira par, comme tu disais, par les violenter, elles. Voilà. Alors ensuite, on va lire cette fameuse story qui a été publiée par Lucille Peytavin. Écoute, je vais te laisser la lire, Chris, et puis on en parle. Alors je prends ma voix la plus claire. Même si nous avons des désaccords très profonds avec certaines femmes, qu'il y a des gouffres entre les idées que nous pouvons avoir et celles qui peuvent avoir des conséquences graves, il faut rappeler que Marine Le Pen est une femme, et donc qu'elle est notre semblable. Point. Tous les êtres humains à ce compte-là. Voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. Tous les êtres vivants même. Tu vois ce que je veux dire, on pourrait... En fait, c'est tellement dépolitisant cette abstraction. Tu vois, moi, là, comme tu dis, là, t'as pris... Alors, je finis et puis on y va après ou on commente déjà cette phrase-là ? Vas-y, continue. Tout est bien. Tout est bien. Comme toutes les femmes, Marine Le Pen est exposée au sexisme. Rappelons que le sexisme est la première des discriminations au monde. Elle touche 50% de la population. En cela, nous formons un peuple qui est le peuple des femmes. Alors,
Spoiler alerte, si vous voulez faire des pourcentages, il y a de fortes chances que 90% des gens, 99% des gens subissent l'exploitation économique dans le monde. Bah Donc, oui, Lucille n'en est pas consciente. et que la suprématie blanche n'est pas majoritaire en termes de nombre à l'échelle du monde non plus. Donc, ça va être compliqué, quoi. Et qu'en cela, nous formons un peuple. Alors là, tu vois, je pensais attends, mais je dis qu'il faut pas commenter et je commente. Mais Vas-y. Zoé, Non, mais mais tue-moi. parle-nous de ce lien logique. Nous sommes semblables, donc nous subissons les mêmes violences, donc nous formons un peuple. Non, mais voilà. Et déjà, ce qui est drôle, c'est que tu vois, je parlais de la mauvaise digestion de Delphi sur l'ennemi principal. Au moins, il y avait l'idée quand même que moi je peux critiquer, que beaucoup de gens ont critiqué, notamment les marques italiennes, etc. Mais de la femme comme classe. Mais là, alors là, on est rentré dans l'abaissement, la femme comme peuple. Tu vois, il n'y a même plus de mode de production, ça devient du pur culturel presque. Tu vois, donc là, le peuple des femmes. Non, mais ça, mais c'est. Je sais même pas comment les gens peuvent lire ça et se sentir concernés, à part être dans la même position que les gens qui l'ont écrit, effectivement. Nous sommes liés par le destin que nous impose le patriarcat. Donc tu vois aussi cette façon d'utiliser le patriarcat de manière un peu non définie. Oui, et puis pardon, mais on n'a pas toutes le même destin imposé par le patriarcat, particulièrement en fonction de nos classes sociales. Je suis désolée. Mais moi, les femmes avec qui j'ai fait mes études de médecine, qui sont issues de familles de médecins de génération en génération depuis des années, dont les mères avaient des domestiques pour s'occuper des enfants quand ils étaient jeunes, de la maison, etc., qui ont eu accès à l'éducation, qui ont été pour autant, et qui sont confrontées à des violences, particulièrement au sein des facs de médecine, où les violences envers les femmes sont d'un niveau, y compris les femmes qui sont étudiantes en médecine ou médecins. Mais leur destin, et qui ont un travail, vont aller s'installer par exemple comme médecin spécialiste dans le privé, gagner 12 000 euros par mois, voire plus, en faisant des dépassements d'honoraires, en choisissant de ne soigner que les riches, et vont elles-mêmes tenir des discours sur les femmes, et particulièrement sur les femmes de milieu populaire, comme elles s'occupent mal de leurs gosses et machin, et c'est de leur faute si elles sont malades, et si elle est obèse, c'est qu'elle avait qu'à moins bouffer, etc., etc., etc. Je suis désolée, mais non, ton destin n'est pas le même qu'une femme noire qui est placée dans l'enfance, qui se retrouve ballottée de foyer en foyer de foyer d'accueil en foyer d'accueil, ou de famille d'accueil en famille d'accueil, toute son enfance, qui se retrouve seule, en général broyée par le système scolaire, qui va être exposée beaucoup plus à la violence en couple, etc. Même si les femmes qui ont fait médecine avec moi sont aussi exposées à la violence en couple. Moi, j'ai vu ces trucs. D'un homme chirurgien qui a battu sa femme, qui était elle-même médecin, et qui se gargarisait du fait d'avoir pu lui-même lui faire la suture après lui avoir ouvert le crâne, et que c'était sa manière de s'excuser. J'ai vu ça. J'ai vu ça. Donc c'est pas vrai que c'est propre aux classes populaires, la violence entre les personnes, et c'est pas vrai que les bourgeois s'en absout. Par contre, tu ne peux pas dire que tu as le même destin. Je suis désolée, non, c'est pas vrai, c'est pas le même destin. Et penser que du coup c'est le peuple des femmes, non, c'est pas le peuple des femmes, c'est la violence sociale, c'est l'exploitation par le travail, c'est la violence raciale, c'est la mort des services publics, du service public de l'enfance particulièrement, et notamment de l'aide sociale à l'enfance dont je parlais juste avant, qui broie les destins de plein de monde. Enfin, moi, je suis désolée, mais en fait, je sais qu'elle n'est pas mal intentionnée quand elle veut dire ça, mais c'est pareil, on peut être très bien intentionné, avoir tout un tas de bonne conscience quand on fait des trucs et dire de la merde. Et ben là, je suis désolée, mais elle dit de la merde. Je suis d'accord. Et je vais faire une formule, ce que tu as dit de parler de bonne conscience, mais la bonne conscience est une non-conscience. Tu vois, là, vraiment, c'est pas une mauvaise intention. Je pense qu'elle n'est pas assez formée, quoi. Elle n'est pas assez conscientisée. Plusieurs choses. Mais tout, en plus, tout m'énerve, mais sérieux, tu vas me Je suis d'accord. Et moi, je pense que normalement, ça doit. Enfin, là, c'est une question de position aussi. Ça doit encore plus énerver les femmes de voir ça. Mais après, j'ai fait une mise en abîme des gens intéressants qui ont répondu au tweet. On va le voir. Je pense qu'il y a toi dedans, mais c'est pas sûr. Ouais, ce qui est intéressant, c'est ce que tu disais sur les combinatoires avec l'exploitation, etc. Des travaux très intéressants d'Ala Costa, de Federici, de Fortunati, qu'on a déjà cité, mais lisez ça, ou même ou Delphi, ou Tabet, ou voilà. C'est justement sur le mode d'exploitation domestique. D'accord ? Comprendre la combinatoire entre
entre le mode de production patriarcal et le mode de production domestique qui reproduit la force de travail nécessaire au mode de production capitaliste. Donc cette combinatoire entre les deux, comment le patriarcat est un ordre du foyer pour reproduire gratuitement, pour reproduire sans salaire plutôt, et donc sans droit du salarié, c'est ça qui est fondamental, et comment les femmes sont justement écartées du salariat pour être dans un ordre patriarcal, pour reproduire in fine la force de travail nécessaire au capitalisme. Bon, là ce qui est intéressant, c'est que justement des femmes de la bourgeoisie blanche vont s'extraire elles-mêmes de ce travail domestique dédié aux femmes par la sous-traitance salariale de femmes, souvent de classe, de fait de classe inférieure, puisqu'elles leur sous-traitent, et souvent même de race sociale racisée, c'est-à-dire discriminée. Mmh. On en a parlé avec Faris. Et lisez Faris, son livre justement sur le fémonationalisme, l'ascension du fémonationalisme, elle explique bien ça, qu'il y a un mode de production dans le soin, dans le domestique, du care, justement, qui repose sur l'impérialisme et sur la domination de certains peuples, de certaines races sociales, etc., pour justement faire en sorte que ces femmes-là qui se pensent comme un peuple, et d'ailleurs, pour finir là-dessus, exploitent d'autres parties. Mais c'est ça qui est intéressant, parce que l'idée même de peuple, c'est nous en marxiste on la critique, parce qu'elle masque le rapport de classe. Et effectivement, si on va plus loin, l'idée de peuple des femmes, tu peux comprendre que c'est une fausse conscience, parce que justement ça masque le rapport de certaines femmes, de certaines classes et de certaines races qui en exploitent d'autres à l'intérieur. Exactement comme quand tu dis le peuple de France, à l'intérieur du peuple de France... Le peuple contre les élites, les 99%, il y a des etc. classes... Tu vois, quand tu parles quand ta priorité c'est le peuple, la France, sa similitude culturelle, et là on voit tout à fait ça, effectivement tu vas masquer des rapports de race et de classe à l'intérieur. Voilà. Et là ce qu'elle fait, quand elle parle de peuple, elle dit il y a un peuple des femmes. Et c'est secondaire par rapport au fait que certaines femmes sous-traitent le travail domestique à d'autres, en fonction de leur race, en fonction de leurs conditions matérielles, etc. Et donc, ce qui est écrit là, qui a sûrement été travaillé pour être significatif, en fait, dit beaucoup plus de choses qu'elle ne croit en dire. En fait, c'est très intéressant, cette idée du peuple, quoi. Et c'est comme ça que, il n'y a pas longtemps, j'en discutais avec une copine qui, elle... m'expliquait, en fait, sa mère, elle gardait des enfants, elle vivait en région parisienne. Et donc, sa mère gardait des enfants de femmes bourgeoises dans le centre de Paris. Parce qu'à Paris, tu as assez peu d'offres de crèches, etc. Et puis, les assistantes maternelles, tu vois, en campagne, les assistantes maternelles, les nounous, souvent, elles travaillent chez elles. Parce que même si tu n'es pas très riche, tu as de quoi avoir un logement. Assistante maternelle. Voilà, par exemple. Et c'est vraiment des métiers faits je viens par de la les bourgeoisie, femmes quoi. Excusez-moi. des femmes de classe populaire. Et en campagne, dans les zones rurales, en général, elles prennent les enfants chez elles parce que même si elles n'ont pas énormément d'argent, tu as quand même les moyens d'avoir un logement où tu as la place d'accueillir 3, 4 enfants qui ont entre 0 et 3 ans. Mais en région parisienne, c'est pas le cas. Et donc, elle me racontait qu'en fait, sa mère, déjà, avait menti sur son pays d'origine parce que au sein de femmes qui étaient noires, issues de l'immigration d'Afrique subsaharienne, il se racontait que si tu racontais que tu étais ivoirienne, tu serais plus facilement embauchée que si tu dis que tu es camerounaise. Enfin voilà, tu vois, il y avait un espèce de truc comme ça. Donc elle avait menti sur son pays d'origine auprès de ses employeurs, espérant être employée plus facilement. Le fait qu'elle ait elle-même 5 enfants, tu vois, était un argument pour dire ah ben du coup elle va bien s'occuper, tu sais, avec en plus une vision un peu, tu sais, pareil, assez raciste en fait, voilà, c'est la mama, tu sais, enfin ouais, voilà, un espèce de ces truc, genre, femmes-là, c'est elles savent faire avec les enfants. elles savent faire, ouais, voilà, tu vois, vraiment un truc, tout était dégueu dans ce qu'elle m'a expliqué. Et surtout, du coup, comme il fallait qu'elle soit chez ses employeurs à l'heure où l'homme et la femme partaient travailler. Et ben du coup, elle avait énormément de transports en commun, donc elle partait en fait à 6h du mat de chez elle
pour être à 8 heures chez les employeurs, qui puissent partir faire leur journée, qui reviennent à 18-19 heures. Et elle avait 2 heures de taf de trajet le soir. Et donc, tu vois comment cette division genrée du travail avec l'exploitation pour le travail domestique des femmes bourgeoises, des femmes les plus prolétaires, et en plus, là, avec toute cette dimension de hiérarchie par la race sociale et tout ça, fait qu'en fait, elle n'avait pas le temps de s'occuper de ses enfants. Ouais. Tu pars à 6 heures du mat, tu rentres à 20h30, tous les jours. Tu n'as pas le temps de t'occuper de tes enfants. Et donc, derrière, on va aller te reprocher que gna gna gna, qui traîne dans la rue, que truc, que machin. Enfin, et c'était, elle, tu vois, c'est un truc qui l'a vachement marqué, à quel point sa mère a été utilisée et comment on a organisé son travail pour qu'elle utilisait parce qu'elle était considérée comme une femme qui ferait une bonne mère, une bonne maternante, mais qu'on l'utilise pour, du coup, l'empêcher de faire son travail domestique et maternel auprès de ses propres enfants. Quoi. C'est un truc de fou. Hein. Ouais, exactement. Et c'est là où on voit justement plus que le rapport à... là où, par exemple... il y a des gens qui pourraient faire des abstractions en disant bah oui, mais une ouvrière qui embauche en 2-8, 5-13, 13-21, tu vois, elle a bien une assistante maternelle, donc elle aussi, elle sous-traite ou elle exploite, d'accord, comme les bourgeoises. Oui, mais c'est pas la même chose d'avoir, comme tu dis, de sous-traiter, d'avoir une jeune fille au père qui dort à la maison, qui est là tout le temps, qui s'occupe pas simplement de les garder quand t'es pas là, qui fait la bouffe, qui les emmène à la musique, au poney, genre ça, je fais des clichés, hein, qui aide à mettre les skis à Courchevel, dans le 4x4 pour aller à Courchevel, hein, mais qui on est repasse sympa, les on l'emmène chemises en avec soie. nous. On est très sympa, il y a une chambre pour elle, et comme ça, c'est quand on revient des pistes, le repas est prêt. C'est ça, c'est super. Elle est contente, hein, elle avait jamais vu la neige avant. Non mais tu vois, et ben non, même ça déjà c'est une dissymétrie absolue, parce que moi, bah, dans mon expérience professionnelle, voilà, bah, tu sais quand tu finis à 13h que il faut aller chercher les gamins, il faut les faire manger, faut leur faire les devoirs et tout, et que le lendemain t'embauches, c'est l'heure de l'école pour eux, tu vois, toi tu te lèves à 5h, donc ça n'a rien à voir avec même ça, tu vois, dans la façon de déléguer, sous-traiter, payer le travail domestique est totalement dissymétrique, quoi. Voilà. Exactement. Et donc, tu vois que ces meufs viennent expliquer que le patriarcat a le même destin pour nous toutes. Enfin, là, je pense que tous les exemples qu'on a donnés montrent bien que non, pas du tout, en fait. Non, pas du tout. Et ça ne veut pas dire que les femmes bourgeoises ne subissent pas le patriarcat. On ne peut pas du tout dire qu'elles le subissent de la même manière et que la solution politique, ça soit de nous mettre tout ensemble, le peuple des femmes. Non, parce qu'en plus, c'est ça aussi qui est important. Justement, nous, ce qu'on va analyser, c'est la position. Et on l'a dit tout à l'heure. C'est justement parce qu'elles en subissent encore qu'elles ont cette conscience-là. Mais la question, c'est comment on le réagence dans l'histoire et dans le sujet révolutionnaire. Là, en fait, ce qui va être intéressant, c'est que oui, on va trouver des moyens où elles subissent encore le patriarcat. Peut-être qu'elles ont délégué à une jeune fille au père. Attends, prenons maintenant la bourgeoise absolue qui a vraiment tout délégué, jeune fille au père. Mais à la fin, s'il se passe mal quelque chose à l'école, on viendra quand même reprocher la mauvaise éducation à l'école ou ailleurs, tu vois, la mauvaise éducation à la mère. C'est toi qui as choisi. Je te rappelle que c'est toi qui l'as choisi, celle-ci. Hein, moi, j'étais pas là. J'étais au bureau, Zoé. Donc, je suis pas là pour la surveiller. Qu'est-ce que tu faisais, toi? Donc, t'étais en train de boire du martini avec tes copines pendant que... ouais, non, mais... Donc, pendant qu'Ombeline et Petroni... Donc, tu vois, s'il y a à la fin, l'éducation, et c'est là où c'est intéressant, la femme, et là, on est vraiment dans le destin patriarcal, les femmes peuvent sous-traiter par un accès à la condition bourgeoise, par la blanchité, par ce que tu veux, de la meilleure des manières, elles sont quand même encore, et ça c'est les reliquats du patriarcat, responsables de la vie du foyer. Voilà. C'est ça. Et donc là, effectivement, il y a des moments où... Mais on comprend là, matériellement, que cette responsabilité, par rapport au reste des dominations, est fractionnaire, limitée, compensée. Il va dire, attention, il va dire résiduel. Il va dire résiduel. Ouais, je vais dire résiduel. Mais en vrai, c'est le meilleur mot. Oui. Résiduel. Oui. Effectivement. Et c'est ne veut pas dire que ça n'existe pas. Voilà, ça n'existe pas. C'est résiduel.
et le résidu peut s'accumuler et devenir une nouvelle structure. C'est ce qu'on voit aussi en dialectique, voilà. Et on est d'accord, c'est résiduel. Pourquoi ? Parce que justement, moi c'est ce que j'essaye de développer, mais on pourra en parler longtemps. Pour moi, justement, le patriarcat est un mode de production archaïque, et le capitalisme n'est pas 100% aligné avec ce dernier. Il en récupère des fonctionnalités et il en détruit d'autres. Et donc aujourd'hui, on est dans un mode de production qui n'est ni le patriarcat pur, ni le capitalisme pur, c'est-à-dire purement abstrait. Voilà. Et il y a une lutte entre les deux. Le mode de production capitaliste, là on le voit justement, permet à des femmes de s'extraire plus ou moins du patriarcat pendant qu'il va faire encore subir à d'autres femmes, pour ses nécessités économiques, beaucoup plus de patriarcat. Et donc on n'est ni dans un agencement total, c'est moi la critique que je pourrais faire justement aux marxistes italiennes, ou à quelqu'un comme Roswitha Scholz qui vient de la Verte Critique mais qui est très intéressant. Mais on n'est ni dans c'est une synthèse absolue et ça fonctionne, tout fonctionne parfaitement entre les deux, voilà. Ou dans la vision droitardée, ou qu'on pourrait voir, tu sais, chez Vera Nikolsky ou ce genre de personnes, tu vois. Ah non, c'est totalement opposé et le capitalisme libère du patriarcat. Bah non, il y a une dialectique et un agencement entre les deux. Il en récupère certaines fonctionnalités pendant qu'il en abolit d'autres de l'autre côté, et donc ça nous donne un espèce de patriarcat, capitalo-patriarcat, je sais pas trop comment dire. Mais moi, je vais plutôt parler de capitalisme masculin, parce que justement je pense que cette dialectique entre le patriarcat va plutôt surmobiliser comment dire, la masculinité, la virilité concurrentielle, violente, que justement l'image patriarcale traditionnelle du père, etc. Tu vois, je pense qu'on vit dans un monde où finalement l'hétéro-masculo-normativité est beaucoup plus forte, parce qui était très importante dans le patriarcat, mais le capitaliste là l'a surinvesti, voilà. Et c'est pour ça qu'on a des gens comme Musk, fascistes, etc. Tu vois, ça n'existe pas un Musk féminin. Pas simplement parce que ces gens-là sont, voilà, mais parce que c'est pas assez chimiquement pur pour incarner cette forme de puissance capitaliste que les fascistes veulent investir. Voilà. Ouais, à la place, on a eu Margaret Thatcher, qui était douce et gentille. Mais ouais, mais tu vois, c'est de la politique, tu vois, c'est non, mais je vois ce que tu veux dire. Donc, alors, on en était où dans notre super texte, Chris ? On avait dit qu'on n'interrompait pas le texte. C'est raté. Ouais, c'est raté. Et on était rendu, c'était pas mal, on est rendu à la conclusion. Aussi, si Marine Le Pen est menacée de viol, nous pouvons rappeler que rien ne justifie les appels au crime vers un être humain et a fortiori vers une femme. Ça, c'est d'une platitude. Non, mais je veux dire, mais qui ne le fait pas, en fait, enfin, vraiment, mais est-ce que vraiment, tu vois, au moment où nous sommes, au moment de mise en danger, que ce soit sur le plan géopolitique, la montée de l'extrême droite partout, internationalement, chez nous, tous les enjeux politiques qui sont en train de se poser, l'ampleur du backlash antiféministe qu'on subit actuellement, sur plein de plans, quand on voit comment ça se passe pendant le procès de Pardieu, quand on voit, comment sont, en règle générale, abordées maintenant les questions de VSS, dans un camp ou dans l'autre, hein, où vraiment on se met à raconter mais n'importe quoi, en tout cas que des choses qui n'ont pas pour projet de faire en sorte que ça s'arrête, d'accord ? Parce que on est très d'accord pour parler de féminisme jusqu'au moment où ça nécessite d'interroger sa propre place dans le système et la manière dont on s'organise qui crée cette propre place. Mais en ce moment-là, elle croit que la priorité, c'est qu'il y a des femmes qui ne condamnent pas assez les menaces de viol que peuvent subir Marine Le Pen. Alors moi, je tiens à dire que je reçois des menaces de viol quotidiennes, pluriquotidiennes, énormément, etc. Et que Marine Le Pen ne me soutient pas. Pourtant, je n'ai pas le public pendant. Et en fait, moi, j'ai envie de dire, je m'en bats les couilles. Ce n'est pas ma question. En fait, je m'en fous que Marine Le Pen me soutienne ou pas là-dessus. Je m'en fous. Moi, je sais pourquoi je reçois des menaces de viol. Je reçois des menaces de viol parce que je suis une femme dans une société patriarcale qui s'exprime publiquement et particulièrement sur des questions de féminisme et que ça fait péter les plombs à des mecs qu'on puisse aller questionner leur place. C'est ça la réalité. La chance que j'ai, c'est que jusque-là, ils ne sont pas passés à l'acte. S'ils le font, écoutez,
Bon courage, je vous rappelle que j'ai 100% de gains en bagarre, hein. Ouais, puis Et on montre à non une mais équipe, t'inquiète pas. évidemment. Non mais tout ça pour dire que c'est vraiment de la dépolitisation. Et en plus, si tu veux parler de violence sur les réseaux sociaux, je pensais à ça, là, il y a eu un mouvement pendant l'été 2024 qui s'appelle le mouvement anti-HSM, qui était un mouvement pour parler de la violence misogyne et misogynoire, spécifiquement sur les réseaux sociaux. Parce qu'en fait, les femmes subissent beaucoup plus de violences que les hommes, on va dire, euh, particulièrement avec cette dimension sexuelle, etc. Voilà, sur les réseaux, c'est-à-dire que en disant 1000 fois moins, on prend 1000 fois plus cher, même si les hommes aussi peuvent subir de la violence sur les réseaux sociaux. Mais en plus de ça, il y a cette particularité que les femmes noires sont. Alors, je suis désolée, j'aurais dû ressortir le sondage là, mais qui montrait que les femmes noires avaient, je sais plus, 12 à 15 fois plus de risques de subir des menaces de mort, des menaces de viol, des insultes, etc., que des femmes blanches. Et donc, ça montre bien que, oui, certes, le peuple des femmes, mais en fait, au sein du peuple des femmes, il se passe des choses différentes. Et que tout ça ne relève pas que de la misogynie, mais relève de plein de choses qui sont à l'intersection des unes des autres, et particulièrement dans le cas de la misogynie noire, ça se voit très bien. Et notamment la violence sur les réseaux sociaux. Et n'hésitez pas à aller voir, vous tapez anti-HSM, notamment sur Twitter. Il y avait eu pas mal de femmes qui s'étaient mobilisées pour parler de ça. Et c'est effectivement un truc central. Et la prise de conscience, encore une fois, est importante dans tout ça. Deuxième chose que je voulais rajouter, c'est que Lucille Peytavin, donc voilà, féministe, etc., j'ai pas eu le temps de me replonger dans son bouquin Le coût de la virilité, mais je l'avais lu à sa sortie. Et je tiens à dire que je vois l'intention qu'elle a eue, encore une fois. Et je commence à être habituée au fait qu'on me dise à chaque fois que je critique un truc, oui, mais son intention, elle était bonne. Oui, mais en fait, c'est pas la question. D'accord? C'est pas la Non, mais en question. plus, en vrai, Euh, enfin, il y a 999 personnes sur 1000 qui ont qui ont une de bonne bonnes intention quand ils font intentions. un truc. Mais bien Même sûr. les gens racistes pensent que Ils vont sauver le peuple et gna 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 et et que que les en fait Africains c'est seraient mieux chez eux et trucs. Hein, ils pensent exactement, ça. tu Hein. vois ça, Oui, oui, oui. c'est il y a Ils sont persuadés personne que je n'agit suis de d'accord. manière ultra violente et cynique et perverse quoi, enfin ou très Mais peu de si, il gens y a peut-être une personne sur 1000 et on quoi, les qui est le voit. génie du mal et tout, mais bon, voilà quoi. Et donc, ce bouquin, en fait, alors je me suis pas replongée dedans, je suis désolée, mais pêle-mêle quelques critiques que j'avais à en faire. C'est une vision, si vous voulez, où elle va se mettre à compter de manière un peu économiciste le coût de la virilité et donc des hommes, la violence des hommes, etc. Et donc, elle fait voilà, donc il y a des chiffres et tout ça. Et par exemple, bah, elle va dire, voilà, en prison, il y a 94% des prisonniers, c'est des hommes. La prison, ça nous coûte tant. Les crimes, ça nous coûte tant et tout. Donc voilà, la virilité, ça nous coûte tant. Je suis désolée, mais le fait de mettre les hommes en prison, quels sont les hommes qui vont en prison? Nicolas Sarkozy, à ce jour, est-il allé en prison au regard de la gravité des choses qu'il a commis? Gérard Depardieu, à ce jour, a-t-il été en prison au regard de la gravité des trucs qu'il a commis? Qui va en prison? Ce sont les hommes pauvres, prolétaires, et les hommes racisés, en grande majorité. Pourquoi? Pourquoi? Donc c'est quoi? C'est que parce que du coup, avec cette vision-là, qu'est-ce qu'on peut se dire? On peut se dire, bah, le coût de l'immigration. Hmm. Bah oui, regardez, ou le coût de la pauvreté, le Voilà. coût des pauvres. Regardez ces sales pauvres, ils vont tous en prison, etc. Vous vous rendez compte du glissement qu'il peut y avoir à avoir ce type de... Elle fait les mêmes abstractions que les racistes et l'extrême droite fait, c'est-à-dire quand ils regardent Exactement. le nombre de gens qui est en prison, elle les réduit à la masculinité. Mhm. Les retardés vont les réduire à la race sociale. Voilà. Ouais, Pareil, ils vont et pas même faire la si... combinatoire des hommes et de la classe, quoi. Et même si on est honnête avec elle, sur le fait que dans son bouquin, elle essaye aussi quand même d'y mettre de la sociologie, de l'histoire, etc. Mais je trouve pas beaucoup au vu du reste. Il y a un autre passage, moi, qui m'avait vachement marqué, c'est un passage sur les gilets jaunes, où elle parle des dégradations des gilets jaunes, du coup, des dégradations des manifs des gilets jaunes et tout, en disant c'est des trucs assez typiques de la masculinité, etc. Elle ne compte pas. Alors, vraiment, peut-être que je me trompe. On fera un mea culpa. Je feuilletterai le livre cet après-midi si c'est pas le cas. Mais elle ne compte pas les dégradations liées à l'action de la police et des forces de l'ordre à ce moment-là, par exemple. Ils sont plutôt Elle des ne les hommes. compte pas. Bah oui. Enfin, non, mais c'est pas ce que je veux dire.
On Mais en vient, carrément. on en vient en gros à genrifier une violence sociale qui est en fait une lutte sociale pour des conditions de vie, etc. On en vient à poser la question du genre sur les, enfin, je veux dire, la question de la prison. Si c'est bien typiquement une question où se centrer sur le genre ne permet pas de bien comprendre ce qui se passe et comment en fait, tu vois, comment en fait parfois être une femme est protecteur dans certains cas face à la police. Face à la police, être blanc et protecteur, être une femme l'est encore plus. Parce que moi, dans ma campagne où il y a peu de personnes noires et arabes, la violence policière, elle s'exerce sur les jeunes hommes blancs prolétaires. Mm. C'est sur eux spécifiquement. On les reconnaît à leur bagnole, à leur manière de s'habiller, etc., etc. Et ils prennent de la violence. Mais Et c'est les ce mêmes qu'on. trucs, hein, des trucs où ils sont mis en garde à vue, où ils sortent avec trois côtes pétées, le coude pété, la mâchoire pétée, et c'est le flic qui porte plainte contre lui, alors qu'ils étaient à 5 contre 1 et que le gosse est sorti fracassé. Enfin, c'est les mêmes choses. Et donc, ne pas être capable de voir que ces violences qui s'exercent spécifiquement sur les hommes de milieu populaire ne s'expliquent pas juste par la masculinité, mais par l'ordre patriarcal, etc. Et que c'est aussi une violence et que moi, en tant que femme, encore plus blanche, mais ne serait-ce que femme, je suis nettement moins en danger dans l'espace public face à un flic, sauf si il a envie de m'agresser. Ça peut arriver. Je suis sa femme, ça peut arriver aussi, parce que grosse corrélation entre violence conjugale et le fait de travailler dans la police nationale, c'est bizarre. Hein. C'est l'alcool, ça. Ou si j'ai été moi-même, j'ai subi des violences du fait de mon genre et que j'ai besoin que la police m'aide. Là, tout ça, c'est compliqué d'être une femme face à un flic. Mais objectivement, dans l'espace public, les femmes sont nettement moins contrôlées, etc., que les hommes. Et on part du principe que comme elles sont douces et fragiles, elles font pas de bêtises, etc. Et donc on se fait moins emmerder par la police. Et ça, c'est une réalité. Y compris les femmes noires et arabes, sauf encore une fois dans des cas particuliers, si elles sont victimes de violences sexistes, et si elles portent un voile, etc., etc. Ouais, c'est ça. Mais ce qu'on disait tout à l'heure sur les combinatoires. Effectivement, là où la bêtise abstraite pourrait dire ça s'additionne, ça se cumule, bah non, si on considère que noir et arabe, et c'est vrai, c'est une oppression dans la société, femme, c'est une oppression dans la société, femme noire et arabe face au contrôle aux faciès, c'est une position moins violente que homme noir et arabe face au contrôle aux faciès. Voilà. Pour des raisons qu'il faut analyser. Voilà. Par contre, en tant que femme de ménage dans un hôtel des États-Unis face à DSK, là, c'est moins favorable. Ah là, c'est. Voilà. Hein. Donc, Voilà. on va peut-être terminer sur 2-3 réactions au tweet. Oui. Alors, moi, il y Qui avait a dit quoi donc Marie Coquille Chambel. Bah, je vais te laisser lire Marie Coquille si tu veux. J'arrive pas à lire Chris. Faut Ah que oui, ça soit pardon. toi. Moi, je lis 2 fois, donc voilà. Oui, c'est petit. Ok, faut qu'on parle de ça. Il y a plusieurs féministes blanches qui ont commencé à revendiquer une sororité qui s'appliquerait aussi à Marine Le Pen et aux fascistes. Voilà. Donc là, elle alerte. Et moi, je vous ai mis une réaction du compte, je sais pas si tu le connais, mais moi j'aime bien, Méliflu, qui pose des trucs féministes, etc. On rappelle que l'idée de toutes les femmes qui formeraient un peuple uni aux mêmes expériences avec le sexisme et la misogynie et le féminisme libéral est blanc. Elle fait bien de le rappeler. Puisque toutes les femmes ne vivent pas l'oppression de la même manière, c'est ce qu'on vient de dire. Revendiquer une solidarité, sororité avec Marine Le Pen, femme certes, mais également blanche, bourgeoise, hégémonique et héritière d'un pouvoir patriarcal et fasciste, invisibilise les violences structurelles qu'elle perpétue, encourage, alimente sur les autres femmes. Ça ne sera jamais mon féminisme. Là, il y a vraiment une analyse matérialiste. Elle dit ce peuple n'existe pas. Ce peuple n'existe pas. Voilà. Non, le peuple dont vous parlez pas. n'existe pas. Il est trop fracturé par la classe, la suprématie de race et même de genre, intergenre. Oui. Voilà. Et quand on parlait justement des femmes trans, des femmes trans notamment qui sont très fréquemment exclues, par certaines féministes, alors que vraiment, mais quand tu vois les violences transmisogynes que subissent les femmes trans, si tu ne vois pas le pendant profondément misogyne qu'il y a derrière, c'est que t'as de la merde. Donc je vous invite à aller voir Méliflu ou Marie Coquille qui justement fait un long thread là-dessus. Pour la réaction. Marie Coquille Chambel qui prend bien cher aussi sur les réseaux. Hein, et Marine Le Pen ne l'a pas soutenue. Hein. Marine Le Pen n'est pas sorore de Marie Coquille Chambel. Voilà. Donc, et Paye Tavin non plus, j'ai l'impression. Ah, Marie Coquille Chambel, évidemment. Soutien à elle et aller voir son compte et aller voir Méliflu, etc. Voilà. Est-ce que tu veux qu'on lise ce que toi t'avais écrit ?
Ah, vous pouvez si vous voulez. Allez, on va faire ça. Globalement, j'ai dit la même, mais tu Non, mais on peux fait faire de la créer, pub, je tu sais vois. que tu Moi, aimes mes tweets. bah, Tu bien veux me faire sûr. de la pub. J'ai la Je suis cloche. moins sur Twitter là en ce moment, putain, j'ai tellement pas Ouais, la mais time. moi Mais aussi, c'est un peu on fatigant. m'avait envoyé le truc, j'ai dit, ah non, ça j'aurais pensé, pas possible. Ça m'a tellement saoulé. Zoé. Et donc j'ai eu plein de gens sous mon tweet qui ont dit, ah ouais, non mais franchement, c'est misandre, hein. Oh là là, vous êtes vraiment pas, vous avez pas envie d'être copine avec tout le monde? Non, bonjour, je suis militante, je fais de la lutte politique. Il y a des gens avec qui je suis pas d'accord en fait. On va finir Aïe aïe aïe. avec Zoé, avec de la pub. Ah, regarde, on voit l'OST juste au-dessus, je me permets de redire, mais l'OST, l'organisation Solidarité Trans, qui a réussi à aller au-delà des 50 000 € pour leur cagnotte, c'est chambé, je suis trop contente pour elles et eux. Bravo à eux. Et j'espère qu'ils vont faire des trucs cool avec tous Et ces deniers. on finit par toi, chef. On a 2 minutes. Donc tu disais, c'est moi qui lis. Hop, non, j'ai fait une bêtise. Pardon. Les femmes ne sont pas des petites choses génétiquement douces et gentilles. Bah, moi, je savais pas ça. Elles peuvent être des militantes d'extrême droite et ou des bourgeois essentialistes servant l'ordre Mais oui, social désolé. qui leur est très favorable. Ni nos sœurs, ni nos camarades, nous ne serons jamais ensemble. Voilà. Et donc, Marie Coquille, t'avais dit merci, je crois. Bah oui, t'es ma camarade Je sais Marie. plus où. Mais voilà. En On tout cas, s'est jamais vu, soutenez, hein, on s'est jamais vu. soutenez mais parce soutien, que évidemment. c'est très important. Voilà. Je vais te Soutien, laisser faire évidemment, la bref, conclue. soutien à tout. Oui, donc là-dessus, vous avez compris, donc non, on n'est pas soror à piste en fait ici. Par contre, on n'est pas pour qu'il y ait des violences sexistes contre elles. Par contre, on est soror avec toutes les meufs qui se font broyer par ce système et tous les mecs aussi. Il va falloir on va beaucoup reparler de féministes dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, parce que beaucoup de merdes sont racontées en ce moment, des choses qui ont des conséquences concrètes en termes de légitimation des discours masculins, d'invisibilisation de certaines femmes qui sont bien sûr toujours les mêmes, celles qui n'ont pas le plus de moyens pour parler, dont j'ai la chance de ne pas faire partie. Qu'est-ce qu'on peut dire? Il va falloir qu'on reparle de tout ça. On en reparlera évidemment. Mais il faut le temps pour chacun de pouvoir s'exprimer, de pouvoir y voir clair. Nous, de notre côté, évidemment, on ne lâchera jamais rien sur ces questions-là. Pas de risque. On continuera à produire du discours politique dessus. Les filles, vraiment, je vous le redis, on est ensemble quand vous avez besoin qu'on soit ensemble parce que nos projets politiques sont des projets féministes et de gauche, évidemment. Force à nous, force à vous, on lâche rien et à bientôt, salut. Salut. Et je rajouterais que votre somme est notre énergie. À plus. Salut.